évidemment. Merci Quentin. Désolé. Pas l'habitude de voir mon micro coupé. Donc je prépare un peu tout ça. De toute façon, c'était pour expliquer rapidos. J'ai perdu 2-3 minutes à parler dans le vide, mais c'est pas très grave. Juste pour expliquer que tous les vendredis, en fait, ce sera en français. Parce que c'est la fin de la semaine. La fatigue, tout ça. Donc c'est un peu compliqué, en fait, pour moi, le vendredi. Non pas de parler en anglais, mais de faire du live coding comme je faisais en décembre. Je voyais à quel point, en fait, j'arrivais pas à être focus sur le sujet, je digressais sur plein de trucs, donc c'était pas possible. Donc c'est open bar, c'est cool, on va prendre des sujets sympas, on va couper la musique, papoter un peu, lire les news, regarder ce qui se passe, faire des tests, voir en fait les changements par exemple sur le repository Erlang. Donc en gros, suivre les flux RSS, essayer de les commenter, essayer de reproduire ce qui s'est fait, essayer de comprendre les problématiques, etc. Que ce soit sur Erlang, Elixir, LFE, Joxa, même Prolog. C'est vraiment histoire d'ouvrir un peu, on pourrait dire comme tous les gourous, ouvrir les chakras, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec l'existant. Ici, on peut foutre, entre guillemets, pas notre bordel, mais essayer de ranger le bordel un peu dans le monde Erlang Elixir et améliorer tout ça. Donc moi je propose déjà un truc. La première étape, on va faire juste une petite review. Il y a énormément de news. Je crois que le truc je l'ai pas ouvert depuis quelques semaines. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai même pas cleané, etc. Donc on va y aller par étapes. On va commencer par le classique Erlang. Erlang. Je sais plus c'est quoi ça, c'est Erlang. Erlang blog, je crois. Le blog Erlang. Ouais, Erlang OTP. Donc qui date de 2020. Waouh, c'est assez vieux, donc ça je pense qu'on peut passer. Pour ceux qui n'ont pas suivi les news, en fait, en gros, c'était une annonce sur Git. Git, c'est quoi? C'est tout le système qui permet de compiler en quelque sorte le code à la volée au niveau d'Erlang et qui a été release normalement sur la version TP24. C'était en test, en 25 est devenu en standard dans mes souvenirs. Et donc en gros, il donne pas mal d'exemples intéressants avec justement l'explication sur comment ça marche, etc. Je pense que ça, on va le noter, on va le taguer dans un coin. Je sais pas si on peut rajouter des labels à ça. J'ai téléchargé il y a quoi, il y a une semaine ou deux cet outil. Je sais pas du tout encore correctement l'utiliser. Je vais rajouter quoi? Est-ce qu'on peut rajouter ça? Ouais, allez, on va mettre ça, on dira qu'on le lira plus tard. Pareil, tout ce qui est sur Git, en fait, j'aimerais faire un article là-dessus parce que c'est super intéressant. J'ai vraiment pas eu le temps de travailler dessus plus en détail. Je l'utilise parce que je n'utilise pas forcément du code en Erlang, mais j'ai pas eu le temps de regarder vraiment en détail comment ça fonctionnait. Et vu que j'ai un article qui va parler de la BIM, dans pas longtemps, probablement en juin-juillet, en fait, je vais devoir travailler là-dessus. Il va falloir que je fasse une review de code là-dessus et essayer de comprendre comment ça fonctionne en bas niveau. Donc tout ce qui est sur Git, pour l'instant, je vais laisser de côté, je vais les marquer, on reviendra sur ça plus tard. Alors, ensuite, ça date de 2021, donc pareil, hein, c'est pas tout récent. C'est à propos de quoi? Sur les messages passing, blablabla. Dans mes souvenirs, je crois que j'ai déjà lu cet article là, il y a quelques temps. Et je m'en souviens plus très bien. Donc c'est sur Garbage Collector, Receiving Messages, blablabla. Ouais, c'est un peu une explication sur comment ça fonctionne. Des monitoring, etc. Donc ça pareil, ça fait partie de l'introduction. Je pars du principe que les personnes qui écoutent là actuellement, c'est pas des personnes... Enfin, c'est des personnes qui ont déjà fait du Erlang Elixir, donc ça on peut passer. L'annonce d'Erlang 24, donc normalement on a l'annonce du gîte qui avait été release d'abord sur WhatsApp, ça c'est bon à savoir, j'avais complètement oublié. Toutes les fonctions de profiling pour montrer en fait en gros les améliorations et les performances, etc. qui ont été rajoutées. Pareil, il y a un article là-dessus que j'aimerais écrire et j'aimerais faire une démo sur tout ce qui est profiling, optimisation de code, etc. C'est super intéressant. Et les articles du blog Erlang, ils sont vraiment cool parce qu'ils donnent vraiment énormément à voir et à faire. Process aliases. Ok,
Ok, documentation check. Alors ça c'est super intéressant parce qu'en fait la doc pareil d'Erlang elle est vraiment incroyable à voir au niveau de tout ça. Ok, superviseur automatique shutdown, ça peut être intéressant aussi à voir. Alors pareil, j'aurais dû préparer un peu aujourd'hui l'épisode. Le problème c'est que j'ai pas eu vraiment le temps de préparer. J'ai eu deux trois choses en fait qui sont passées qui n'étaient pas prévues dans la semaine entre guillemets. Donc c'est un peu une journée spéciale aujourd'hui pour d'autres raisons et je suis un peu en fait le cul à l'air. Donc je vais vous présenter un peu au fur et à mesure ce que je lis et ce qui me semble intéressant et ça va me permettre de me remettre à jour. Comme ça, la semaine prochaine, vendredi prochain, on va pareil revenir avec un truc un peu plus carré avec les news de la semaine. Parce que ce que j'aimerais bien faire en fait pour les personnes qui sont sur Erlang OTP, c'est voir les news de la semaine. Par exemple, suivre les projets que tout le monde à peu près utilise comme Cowboy, etc. Et voir les modifications qui ont été apportées au projet et les commenter au fur et à mesure, potentiellement essayer de le reproduire, comprendre le problème, le tester, valider, et ça va permettre un peu à tout le monde de voir comment ça fonctionne un peu sous Erlang et essayer de s'amuser avec tout ça. Donc les OTP24 Highlight, enfin, on peut jarter, décentraliser ETS Counter. Pareil, ça c'est des trucs, c'est énorme quoi. Le blog en question d'Erlang est vraiment incroyable si vous aimez la technique et si vous voulez vous amuser un peu à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Allez-y, abonnez-vous et regardez les articles. On va laisser aussi, on va faire une petite note là-dessus, parce qu'on reviendra plus tard. Donc ça date de 2021, c'était mai 2021. Many to One Parallel Signal Sending Optimization. Pareil, c'est de l'optimisation, je suis pas sûr que ça vous intéresse pour le moment parce qu'on n'a pas fait beaucoup de code, mais c'est des principes en fait que j'aimerais utiliser dans certains des codes que je fais. Donc on verra ça peut-être un peu plus tard. Pareil, on a du Git ici, je vais le noter, ce qu'on reviendra là-dessus plus tard. C'est des articles qui sont un peu complexes et complets. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'assembleur. Et je sais que les personnes qui viennent écouter ici, généralement, sont plutôt fans d'Erlang parce que ça leur évite de faire du bas niveau. Malheureusement, Erlang utilise du code bas niveau pour l'optimisation. En particulier, il y a pas mal de choses qui ont été faites dans les années, je crois que c'était en 2005, je crois, 2004-2005, pour tout ce qui était en fait en gros support de l'architecture en natif. Ce qui fait que Erlang permet d'être compilé directement sur l'assembleur en fait en natif. Donc ça c'est dû être, je crois que c'est apparu en 2005-2006, un truc dans le genre. Et c'est super intéressant parce que il donne plein de principes sur la compilation, sur tout ce qui est parsing, tout ce qui est lexeur, etc. C'est vraiment super intéressant. Et là encore une fois, en fait, on voit comment il fonctionne pour utiliser en fait de l'assembleur et transcoder entre guillemets le code en Erlang directement en code machine. Donc, tout ça, c'est encore une fois, c'est le JIT, c'est super complexe. Il y a énormément de choses à voir. Je pense même que 99% des choses que je vais lire là-dedans, je ne vais pas les contrôler, je ne les maîtrise pas du tout. Je crois que ça a été un taf qui a été ultra complexe du côté de l'équipe OTP. Donc à voir encore une fois, je pense qu'il y aura un gros sujet sur tout ça à faire, ne serait-ce qu'à le traduire en français, essayer de faire un peu de contenu pour différents magazines. Ça pourrait être intéressant et de vous le partager, essayer de vous faire comprendre en fait le fonctionnement de tout ça d'un point de vue bas niveau. Alors ça c'est déjà plus récent, on est en décembre 2022, le 12 décembre 2022. Ah non, l'autre c'était en novembre 2021, désolé c'est la notation US. Je sais pas si on peut régler ça, je réglerai ça plus tard. Donc là, 5 décembre 2022, on commence à arriver des choses qui sont un peu plus récentes. Donc on va déjà peut-être regarder un peu cet article. Donc ça parle d'un sujet qui est assez intéressant, parce que je travaille sur SSL, l'article SSL en ce moment, et ça parle justement de la génération de nombres aléatoires. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui savent aussi, ça peut être intéressant, on a plusieurs façons de générer des nombres aléatoires sur Erlang OTP. Celle que généralement j'utilise pour le code actuellement SSL, et généralement si vous avez des échanges sécurisés, c'est via la librairie crypto. Vous avez en fait une petite fonctionnalité qui s'appelle Strong Round Bytes, où vous définissez le nombre d'octets, par exemple 10 octets, 16 octets, et ça va vous générer un nombre aléatoire d'octets. Alors normalement dans les souvenirs, je crois que c'est basé justement sur tout ce qui était randomisation kernel, etc., voire la librairie OpenSSL. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire la même chose avec OpenSSL, par exemple.
Et vous exécutez cette commande, ça vous retourne en fait un nombre aléatoire, pseudo-aléatoire, en fonction du nombre d'octets que vous allez avoir. Vous avez aussi, par exemple, du base 64. Ça vous donne en fait en gros une valeur aléatoire à chaque fois. C'est assez utile et assez pratique si vous avez besoin de générer un mot de passe en production ou si vous n'avez pas de générateur de mot de passe sur un système que vous venez d'avoir, c'est ultra pratique. En gros, Erlang utilise cette méthode-là, mais on a aussi d'autres méthodes. Donc là, vous voyez où il y a randseed. Dans mes souvenirs, je crois que dans les maths, il y a aussi un truc aléatoire. Je ne sais plus c'est où la fonction, donc que ce soit dans Erlang. Non, on va aller faire un petit tour ici. Normalement, on a un truc qui s'appelle rand. Donc on a un autre module en fait aléatoire qui s'appelle rand, qui permet en fait de générer des nombres aléatoires. Alors c'est un module pareil, hein. Erlang c'est vaste, il y a énormément de modules partout. Je pense que les développeurs en Erlang doivent utiliser 10 ou 20% de tous les modules, parce que la majorité en fait on n'en a pas besoin dans notre code de tous les jours, et c'est vraiment pour des choses assez particulières. Et ce module-là est apparu, comme il le dit, sur OTP 18, donc c'est déjà un truc que j'ai dû utiliser dans un de mes nombreux codes à gauche à droite, juste pour tester, j'ai dû utiliser une seule fois, mais ça donne en fait plein de fonctions pour générer du nombre aléatoire. Donc si demain vous voulez faire un jeu de cartes ou un jeu, je sais pas, en ligne, etc., basé sur de l'aléa, vous n'avez pas qu'une méthode sur Erlang, vous en avez plusieurs. Vous avez la version ultra sécurisée basée sur SSL, etc., qui vient du module crypto, comme je vous l'ai montré là. Donc en gros crypto strong ground bytes. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités qui permettent d'optimiser en fait la création du nombre aléatoire. Dans mes souvenirs, je vais vérifier quand même parce que je risque de dire des bêtises. J'ai beau développer en Erlang actuellement et surtout sur du SSL, etc. Les fonctions de randomisation, je crois qu'il y en a certaines qui peuvent être bloquantes, mais je suis plus vraiment sûr de ça. Non, je crois pas que ce soit bloquant. J'ai un doute quand même. Non, c'est pas le cas, mais back, XOR. Non, j'ai pas l'impression que ce soit bloquant. Faudrait que je vois. Par exemple, j'ai jamais testé ça, tout ce qui est en fait seed, etc. Je les ai jamais fait. C'est des choses qu'il faudrait que j'essaye aussi, ça peut être assez intéressant. Donc encore une fois, on le voit, c'est basé sur OpenSSL. Donc en gros, tout ce qu'on génère là, c'est équivalent à faire un man OpenSSL round. Et en fait, on a à peu près les informations sur comment ça fonctionne un peu derrière, quoi. Donc, à voir. À voir. Donc il y a tout un tas d'algorithmes au niveau de tout ça. Donc pareil, il y a rand qui est ici qui permet de générer. Et dans mes souvenirs, pareil, je crois qu'il y a une autre méthode. Je sais pas où trouver ça. Random. Donc voilà, on a un autre module qui s'appelle random. On a rand, on a random. Ce serait vraiment cool en fait de faire ne serait-ce qu'un article sur la génération de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet. C'est un sujet, d'ailleurs, un débat que j'ai eu avec deux, trois personnes avec qui on bosse. Enfin, on bosse. J'ai pu parler sur les problèmes de cryptographie sur Aegora. Alors, je suis pas du tout fan d'Aegora parce que c'est de la crypto, enfin crypto-monnaie. Et en gros, on a parlé de ça sur la gestion des nombres aléatoires et compagnie. Et je pense qu'un article là-dessus, ça pourrait être super intéressant parce que ne serait-ce que tout ce qui est concept de nombre aléatoire uniforme, avec les seeds, etc., c'est ultra compliqué pour tout le monde. Il y a tout un pan, en fait, en gros, des mathématiques, de la cryptographie, basée rien que sur la génération de nombres aléatoires, même dans le monde réel, avec les ponts de diode, pour générer, en fait, des états quantiques, etc. C'est impressionnant comme sujet. Il y a trop de trucs à dire. Je pense que j'aurais même pas le temps aujourd'hui de faire ne serait-ce que même pas 1% de ce qu'il y a à dire là-dessus. Et vu que je suis pas mathématicien, il y a tellement de choses à voir que je pourrais même pas vous répondre à même pas 0,1% des questions que vous avez. Donc bref, en tout cas, il y a des choses à voir là-dessus. C'est pareil, tout ce qui est génération de nombres aléatoires pourrait être super intéressant à faire. On fera peut-être un petit truc là-dessus, un de ces quatre. Parce que moi, ça me fait plaisir. J'aimerais bien faire un petit jeu aléatoire, genre un jeu de cartes en ligne distribué avec Erlang. Ça pourrait être vachement cool. C'était un projet que j'avais eu il y a 5 ou 6 ans pour faire apprendre Erlang. C'était pas un jeu de cartes, c'était une sorte de MMORPG un peu stupide que j'avais essayé de créer juste en ligne de commande. Et je n'avais pas fini, mais c'était juste en fait pour faire un test avec d'autres personnes. Les gens en fait se connectaient sur un serveur et
en lançant des commandes Erlang ou communiquant directement avec Erlang, on pouvait contrôler les personnages et ça forçait les gens à faire en fait une interface pour pouvoir faire des actions. Et la problématique que j'avais à l'époque, c'était le partage des états. Parce qu'évidemment, quand on est dans un système distribué, déjà premièrement, on peut un peu faire n'importe quoi sur les systèmes des autres personnes. Donc j'avais proposé de faire démarrer ça dans une machine virtuelle. Mais le problème qu'on a, c'est aussi le partage des états et la synchronisation. Et ça nécessitait potentiellement l'utilisation de Mnesia ou l'utilisation d'une blockchain pour pouvoir en fait synchroniser les états entre les différents acteurs. Enfin, quand je parle d'acteurs, des utilisateurs et développeurs. Et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, parce qu'en fait c'était beaucoup trop compliqué. Et ça. Bref, l'abstraction n'était pas terrible et j'ai laissé ça un peu de côté. Mais tout ce qui est système aléa, ça m'a toujours passionné et il y a vraiment des choses incroyables à faire là-dessus. Et ça pourrait être assez cool. Donc bref, cet article-là qui date de 2022, que j'ai pas lu, je vous avouerai, celui-là je l'ai pas lu. J'ai dû le survoler, ce que c'est passé dans ma boîte, pas ma boîte mail, mais sur mes autres lecteurs de flux RSS. Je ne l'ai pas lu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Alors, alors ça c'est intéressant. Il y a des personnes en fait qui ont créé le module aléatoire rand a priori, ils l'ont écrit en if et a priori l'effort qui a été fait n'est pas très cool au niveau des performances. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aussi ça fait partie des choses que beaucoup de personnes s'imaginent, c'est créer en fait une fonction directement dans la machine virtuelle peut améliorer les performances. Des fois c'est pas forcément le cas et il s'avère qu'en gros pour le cas du nombre aléatoire c'est fort probable que ce soit pas le cas parce qu'ils ont besoin de générer beaucoup d'aléas et potentiellement avoir différents process qui tournent en parallèle en tâche de fond pour générer ces aléas peuvent être potentiellement plus productifs que d'avoir un ou deux process ou threads à gauche à droite pour générer ces aléas. Donc ça c'est intéressant à savoir et c'est bon à savoir parce que dans certains cas, écrire du code bas niveau peut être une demande en fait en gros d'efforts très important qui n'est pas à la hauteur des performances attendues. Alors ça c'est intéressant en fait, ils ont essayé de créer aussi une built-in function, donc un BIF, et c'est intéressant. En fait en gros ils ont essayé de créer quelque chose aussi pour ça, et a priori c'était pas non plus terrible au niveau des performances. Donc en gros, ils ont essayé d'un peu de retravailler là-dessus. Alors, ça c'est super intéressant. Ils ont essayé d'utiliser le temps système a priori pour générer des nombres aléatoires. Alors ça exactement, c'est une très 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 mauvaise idée, en particulier d'un point de vue cryptographie, parce qu'utiliser le temps système, déjà vous avez un problème tout con, je vous le dis tout de suite quand vous faites ça. Potentiellement vous allez avoir un problème de désynchronisation de l'horloge avec NTP. Si vous avez désynchronisation de l'horloge, NTP va essayer de revenir en arrière dans le temps. Ce qui veut dire qu'en gros, si votre algorithme en fait en gros n'est pas bon, potentiellement vous avez une risque de collision au niveau des nombres aléatoires que vous allez générer parce que justement le temps généré à un moment peut être corrompu via NTP. D'un point de vue attaque, c'est assez incroyable parce que si vous êtes un attaquant externe et que vous êtes conscient de ça et que vous savez que le code en face utilise des générateurs de nombres aléatoires, vous pouvez en fait en gros essayer de corrompre l'horloge du système en le floudant. Faire un déni de service, distribué ou non, ça peut potentiellement induire en fait un décalage de l'horloge. Alors certes, pas énormément de décalage, mais ça peut en générer un. Et si on a un décalage de l'horloge, ça veut dire que potentiellement on peut casser les aléas et revenir dans le passé, ou peut-être potentiellement même dans le futur, même si j'ai rarement vu ça, pour pouvoir en fait générer des nombres aléatoires qui sont quasiment identiques. Donc avec un peu d'effort, il y a des choses assez dégueulasses qu'on peut faire quand on a un mauvais générateur aléatoire. Et typiquement, si on utilise un système de temps dans la gestion de nombres aléatoires, c'est probablement l'une des pires idées qu'on puisse avoir, en tout cas dans le monde de la cryptographie. Nos amis de chez OpenBSD ont fait d'ailleurs pas mal sur ce sujet-là. Je crois que c'est Man. Ouais, c'est ça. Et en gros, ils ont fait hack for round. Non, arc. Désolé. Arc for. À propos. Arc for random.
Et en fait, déjà, rien que ça, cette fonctionnalité-là pour générer des nombres aléatoires, donc juste pour vous expliquer un peu l'histoire, les nombres aléatoires, c'est sur quoi toute notre cryptographie aujourd'hui, toute notre sécurité se base. C'est-à-dire que vous prenez SSL, vous prenez TLS, vous prenez tout ce qui est clé publique, donc RSA, etc., ECC, courbe elliptique, etc., c'est que du nombre aléatoire. C'est que du nombre aléatoire. Et si vous avez un mauvais générateur de nombre aléatoire, vous détruisez globalement tout votre algorithme. Parce que si vous donnez la possibilité à quelqu'un d'interagir avec la génération du nombre aléatoire, ça veut dire qu'en gros, vous allez directement détruire toute la base, toutes les fondations sur quoi votre algorithme se base. Dans le passé, Debian a eu des problèmes au niveau de ça, le kernel Linux a eu des problèmes au niveau de ça, en particulier par le slash dev random qui était bloquant. Donc en fait, quand il n'y a plus assez d'aléas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problématique au niveau de la gestion, en fait, directement au niveau de tout ça. Et les gars de chez OpenBSD, ils ont travaillé sur ce sujet-là pendant je sais pas combien d'années. C'est juste incroyable parce qu'en fait, en gros, c'est un sujet qui est ultra compliqué. Il y a besoin de générer en fait assez de délais sur le système. Il faut le stocker quelque part. Il faut que la fonction, quand elle arrive directement au niveau de l'utilisateur, elle soit déjà formatée et avec assez de, d'aléas pour être sûr que ce soit un bon code aléatoire. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez par exemple tout ce qui est FIPS. Les FIPS, alors j'ai oublié c'est quoi le code, Random Number Generator. Et en fait, en gros, ça définit toutes des règles en fait de sécurité sur comment générer des règles aléatoires. Et ça, honnêtement, c'est un sujet de malade parce que enfin, ça atteint un tel niveau de complexité. Alors, je sais pas s'il y a une petite étude et une analyse là-dessus. Mais alors normalement, je crois qu'avec OpenSSL, si vous avez OpenSSL, vous avez tout un sujet, un topic sur FIPS pour valider en fait que vos nombres sont bien aléatoires. Hop, désolé, all section, je vais vous montrer ça. Alors je sais plus si c'est ici qu'on peut le voir. Non, je sais plus c'est où, mais je sais qu'à une époque j'avais vu un logiciel qui permettait justement de valider que les nombres générés par OpenSSL, etc., permettaient de valider si c'était vraiment des nombres aléatoires et de s'assurer en fait de la qualité en fait de l'entropie au niveau du nombre aléatoire. Et c'est un sujet super hardcore. Et quand je vois que chez Erlang, ils ont fait utilisation du temps système pour générer des nombres aléatoires, quand on vient un peu du monde de la sécurité, qu'on est intéressé au monde de la sécurité, ça c'est ultra dangereux quoi. Et s'inspirer en fait en gros de ce qui se passe par exemple chez OpenBSD peut aider énormément sur la génération de ces nombres là. Bref, on va pas s'attarder 10 ans là-dessus. Euh, Peut-être que je ferai un topic là-dessus parce que ça peut être assez intéressant pour expliquer un peu tout ce qui est analyse statistique et compagnie des aléas. Encore une fois, je ne suis pas mathématicien, mais des choses assez intéressantes que tout le monde peut comprendre relativement facilement. Et ça peut être un bon exemple de comment utiliser Erlang pour faire des mauvaises choses. Et actuellement, je ne sais pas si les gens m'écoutent, mais moi, ça me permet d'enregistrer et donc en gros de faire des notes pour plus tard. Donc voilà, comme je disais, c'est open bar. Ensuite, il parle de la fonction Erlang PH2 qui permet. Alors, on va regarder la documentation parce que je la connais pas cette fonction-là. Je l'ai jamais utilisée, je sais même pas c'est quoi. Erlang2.ph2. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une fonction qui permet de générer des nombres aléatoires qui, basés sur le même hash, permet a priori de retourner la même valeur. That gives the same hash for the same Erlang terms regardless of machine architectures. Ok. To be used for hashing terms, it reads some megabit. Ok, it's faster from big numbers and binaries. Alors ça, c'est une fonction aléatoire. Ah ouais, ok. Désolé, il n'y a pas de souci. Donc en fait, en gros, c'est une fonction aléatoire qui est super intéressante parce qu'elle va générer en fait un hash, un checksum directement
au niveau des termes Erlang. Alors ça, c'est super intéressant et c'est un truc que je vais noter dans un coin parce que je ne sais même pas que ça existait. Ça va être assez utile pour l'outil que je veux créer avec Erlang Punch pour pouvoir justement créer du code distribué. Ça peut gérer énormément de problématiques dans le sens où globalement on va créer, on va le tester tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Alors, on va tester ça tout de suite. Désolé, mais en tout cas, c'est bien de faire des streamings. Vous êtes témoin du bruit que je subis avec le chien qui est au-dessus de chez moi. Donc c'est bien, si je dois aller chez les flics, un de ces quatre, j'ai des témoins. Je sais, je sais comment ça s'appelle sur Twitch pour prouver que je subis les bruits de mes voisins. C'est assez cool, j'aime bien Twitch pour ça. Bref, un peu de sérieux. Donc on va tester la fonction. Donc on va exécuter Erlang PH2, on va mettre juste un terme. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc ça donne un nombre aléatoire. Test 2 avec un autre, ok. On va tester juste ça. Ok, donc en fait ça nous retourne un nombre entier aléatoire. Jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. Et la fonction dans laquelle il parle de la fonction PH2 avec arité 2. Donc c'est celle-là. Le premier c'est un terme. Et le range c'est avec un range aléatoire compris entre 1 et 2 puissance 32. Ok, on va tester ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ok, ok, ok. Donc en gros avec un seul bit d'entropie, pour l'instant on génère que du 0. Ok, 1, 2, 3. Ok, alors ce qu'on va faire un autre truc, on va juste essayer de casser pour essayer de générer. C'est juste pour voir les limites si on peut s'amuser à faire ça. On va générer un truc comme ça. Donc on va faire, hop, on va récupérer, oups, non c'est pas ça que je voulais faire. On va faire un tuple x, le retour de x ici. Et en fait, en gros, on va faire des nombres aléatoires et voir si on peut pas générer un truc qui nous permettrait d'avoir un 0 ou un 1 en fonction du terme qu'on va envoyer. Alors pourquoi j'ai ça en tête, je sais pas, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et comme j'ai dit, c'était open bar. J'ai envie de m'amuser avec un peu Erlang aujourd'hui. C'est la reprise du taf depuis quelques jours. Je suis un peu fatigué, entre guillemets, de faire pas mal d'administration système et du Erlang, du Elixir. Donc on va s'amuser un petit peu avec Erlang. Donc, c'est quoi le but du jeu là? On a une fonction qui va générer un hash basé sur le terme qu'on va lui donner. Donc actuellement, le terme que je vais faire, c'est je vais prendre en fait une liste aléatoire de nombres et je vais essayer de voir ce qui va se passer quand on va mettre ce nombre-là et on va essayer de générer des 0 ou des 1. Si je comprends bien la logique, normalement, ça devrait générer soit un 0 ou un 1 en fonction du terme différent. Donc dans un premier temps, je vais peut-être pas faire ça, je vais faire juste une liste un peu plus grande pour voir ce qui se donne. Donc avec une entropie entre guillemets avec un range de 10, au niveau des nombres aléatoires que je peux générer, déjà je vois que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, ils ont quasiment, enfin en gros il y a des numéros différents qui sont liés au niveau du hash généré. On va tester à partir de 2. Donc ok, donc tout à l'heure, une seule valeur, c'était complètement stupide, ça génère forcément que des zéros. C'est logique. Mais bon, on va dire que c'est vendredi, c'est la fatigue. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, en gros, on va pouvoir générer un nombre aléatoire. Donc c'est-à-dire que chacun des nombres aléatoires qu'on va générer, enfin notre liste d'entiers, va avoir en fait des patterns différents en fonction de l'entrée et ils doivent être tout le temps uniques. Et cette fonctionnalité-là, elle est super intéressante parce que si... Alors actuellement, je vois pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser sur les autres projets, mais j'aime bien le concept et il y a moyen de faire des trucs assez cool. En particulier, si on veut en fait exporter un terme particulier et vérifier que le bon terme a été diffusé à gauche ou à droite, j'aimerais bien tester un autre truc. Voir si par exemple en faisant un genre XY par exemple, déjà une sorte de liste comme ça, voir ce que ça donne. Virgule, Y. Alors pour ceux qui arriveraient et qui voient mon code en mode c'est dégueulasse, c'est pas beau. Alors c'est du code comment on appelle ça en français, du sucre syntaxique. Ça permet en fait en gros de faire oh, j'ai oublié le nom. Oh, la vie est dure hein, quand on devient vieux.
les list comprehension, je trouve plus le nom en français. Ça permet en fait en gros de faciliter l'écriture de génération de listes, voire de bitstream. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je génère une première liste de séquences de 1 à 10 000 qui va être stockée dans Y, dans la variable Y, une autre liste en fait de... Sorry, je vais la refaire depuis le début, on va y aller. Donc ça se lit de droite à gauche. Le premier élément que je vais générer, ça va être une liste de termes, enfin une liste d'entiers entre 1 et 10 000 qui vont être stockés dans la variable Y. Dans un deuxième temps, on va avoir compréhension de liste. Ouais, merci. Heureusement que tu es là. Heureusement que quelqu'un suit ici. Le deuxième terme, on va prendre justement la liste de séquences de 1 à 10 000 qu'on va stocker dans Y et on va appliquer tous ces termes-là à une fonction derrière qui va générer la liste des éléments. Si vous faites du Python, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du Python, on a quasiment la même fonction avec le for in qui va permettre en fait de générer des listes basées sur n'importe quel type de séquence. Donc sur Erlang, c'est à peu près le même principe, on fait à peu près la même chose. Et il faudrait que je fasse des exemples avec. Alors je suis vraiment très mauvais en Python, donc je pense que vous allez rigoler. Alors là, je viens de péter mon système. Parce qu'en fait, en gros, forcément, j'ai fait une fonction un peu exponentielle qui va générer et attribuer pas mal de valeurs aux mêmes endroits. J'aurais dû réduire un peu le truc. Donc là, ça va prendre beaucoup de temps pour générer un truc comme ça. On va faire déjà ça par ça. Ça va nous faire, je sais pas moi, presque 10 000 ou 100 000 valeurs. Donc on est déjà pas mal. Donc là, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit encore une fois que les valeurs vont être répétées de la même façon. Et il faudrait que je m'amuse à faire des comparatifs. Et justement, pour voir si on ne peut pas casser le système de nombres aléatoires, parce que sur 2 puissance 32 possibilités, ce qui est donc équivalent, on pourrait dire, à l'IPv4, et utiliser en Erlang qu'en Elixir, je suis pas sûr. Moi, en fait, en gros, en utilisant en Elixir, c'est une bonne question, c'est une super bonne question parce que en Elixir, moi, j'utilise assez fréquemment, mais le problème que j'ai avec Elixir en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Non, en fait, t'as peut-être raison. J'essaie de me souvenir, en fait, en Elixir, j'en ai utilisé pas mal de fois. Mais je pense que c'est plus du sucre syntaxique. Je saurais pas vraiment dire si on peut l'utiliser. Je réfléchis parce que même en Erlang, en fait, cette syntaxe-là, je l'utilise pas beaucoup. Moi, j'aime bien en fait créer mes propres boucles et enfin mes propres fonctions récursives. Ne serait-ce parce que ça me donne plus de flexibilité sur mon exécution, plus de flexibilité sur l'exécution, mais aussi ça me permet d'avoir une compréhension de ce qui se passe et de cracher à gauche à droite en fonction d'un problème. Les listes de compréhension, c'est vraiment quand tu as un truc spécifique. Pourquoi je l'ai utilisé? Je sais que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je me souviens plus pourquoi. Et je sais que je l'ai utilisé dans un code que j'ai foutu en prod. Je sais plus pourquoi je l'ai utilisé. C'est une bonne question. Je regarderai. Je pense que la semaine prochaine, on reparlera peut-être des listes de compréhension. Et non, je suis pas vraiment biaisé par l'utilisation d'Erlang. J'aime beaucoup ce langage. Et alors certes, j'ai un biais parce que forcément, je vais pas mentir, je préfère Erlang à Elixir. Mais Elixir a des bons côtés aussi. Il y a des côtés que j'aime pas du tout dans Elixir, mais il y a des très bons côtés dans Elixir. Par exemple, le système de pipeline. Honnêtement, il y a plein de personnes qui n'aiment pas du monde Erlang. Et ben moi, j'apprécie parce que si on prend en Elixir un code comme ça et qu'on fait un pipeline pour le convertir, je sais pas, je vais dire une connerie. On va mettre tout integer.toList par exemple. Je sais pas ce qu'on a. Tout charlist par exemple. Oups, désolé. Vous voyez, ça, c'est quoi? On revient après faire un autre truc. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut piper les commandes. Alors, quand on vient du monde de l'administration système, moi personnellement, je trouve que cette fonctionnalité-là est vraiment super cool pour plein de choses parce que ça nous permet en fait de piper plein de fonctions entre elles et ça nous simplifie le code. Il y a d'autres personnes qui sont plus à définir des variables partout. Je pense que c'est deux contextes en fait en gros qui sont équivalents. Mais je trouve en Elixir cette syntaxe de faire des pipelines, c'est un peu comme du Erlang entre guillemets, du Erlang, du Haskell. Ça permet de linéariser ce qu'on écrit et je trouve que c'est vraiment pas mal et ça nous donne du code qui
qui peut devenir très élégant, quoi. Ouais, des pipe operators, ouais, exactement. Et franchement, je trouve que c'est super intéressant. Et rien que cette syntaxe-là, alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, je la vois pas au sein d'Erlang parce que je trouve que ça s'adapte pas à la syntaxe d'Erlang. Mais au sein de la syntaxe Elixir, ça va super bien. Et, et je le vois par exemple quand je fais du Ecto ou quand je fais du Phoenix et que tu es obligé de dealer avec les différents types de données, les différents types de structures et que tu fais ta conversion à chaud dans un pipe, c'est. Alors, ce qui veut dire que est une macro finale, pourquoi l'équivalent pourquoi l'équivalent hein Pourquoi pas l'équivalent en Erlang? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, première question, effectivement, c'était le pipe operator dans lequel je voulais parler. Je suis désolé, moi, les termes, c'est comme les noms de famille, les noms des gens, je ne retiens pas. C'est les gens qui ne retiennent pas les dates de l'histoire en cours, et ben moi, c'est les noms. C'est comme ça. On a tous nos défauts, c'est comme ça. Donc ouais, le pipe operator, merci encore une fois pour le terme. Il va me falloir un dictionnaire sur pattes pour m'aider dans toutes ces lives. Et Quentin, je pense que tu vas avoir la palme. Donc en fait, en gros, ouais. Alors pourquoi pas l'équivalent en Erlang? Parce que je pense que Erlang est vraiment issu de Prolog. Et en fait, le pipe operator dans Prolog n'a pas sa place. Alors je sais plus si j'ai installé les WI Prolog. Je vais vous expliquer en fait le principe de base de Prolog. C'est d'avoir une suite logique d'opérations qui... comment je pourrais expliquer ça simplement, genre en une phrase? C'est une super bonne question en fait. Et en fait, en gros, en prologue, on ne joue pas sur le code directement. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo il y a quelques temps. C'était dans quoi? C'était dans prologue, je crois. Dans ressources. Que je vous invite à regarder cette vidéo-là. L'histoire du langage Prolog à Marseille. Et ça explique en fait vraiment ce qu'est Prolog et pourquoi ça a été utilisé. Et je trouve que c'est super intéressant parce que déjà, c'est les 50 ans de Prolog. Je crois que c'était l'année dernière ou cette année. Et ça explique vraiment pourquoi Prolog a été conçu et sur quoi Prolog joue. Erlang, il ne faut jamais oublier ça. Et d'ailleurs, j'ai posté quelques articles sur le sujet. Hein. Si vous prenez l'histoire d'Erlang, qui a été écrit en particulier par Joe Armstrong, ils expliquent très bien le concept, en fait, en gros, de pourquoi on a utilisé Prolog et pas un autre langage. Armstrong, en fait, il voulait utiliser Prolog, parce que déjà à la base, en fait, il essayait de réécrire Prolog, mais en fait avec une idée un peu biaisée de ce qu'il avait en tête. Il voulait le faire bah écoutez, vous savez quoi, on va regarder le papier. Hop, et il le faisait en... Ah, j'ai oublié le nom. Je me fais vieux. J'oublie tout. À faire trop de projets à gauche à droite, ça rend fou. Un des langages fondateurs en fait de l'objet, etc. Je crois qu'il en parle à un moment. Oh là 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 là, les gens, je suis fatigué. Je sais pas si c'est parce que j'arrête pas de faire des trucs à gauche à droite et à faire plein de projets ou quoi. Mais déjà, ça me fait plaisir parce que je parle à des gens qui sont un peu techniques et qui apprécient potentiellement Erlang. Déjà, puis même, ça me permet un peu de faciliter l'élocution parce que c'est vachement dur de parler en ligne. Et là, de parler. Ah, Smalltalk. C'est Smalltalk dans lequel je parlais. Et en fait, en gros, Erlang, quand on prend l'histoire, c'est super intéressant parce que toute cette partie-là, donc la partie 2 en fait, ils expliquent comment ils ont créé en fait la première version d'Erlang. Et en fait, Armstrong, il est tombé sur quoi? Il est tombé sur Prolog. Et là, toute cette syntaxe-là, solve, ça là, juste ça là, c'est ce petit bout de code. Ça explique vraiment tous les principes de base de Prolog. C'est incroyablement puissant pour résoudre en fait en gros des opérations logiques sur un jeu de données. Et c'est incroyablement performant. Alors, je pense que pour revenir sur la question, en fait, encore une fois, c'est ma vision. Hein, je ne suis pas José Valim, je ne suis pas les gars de la communauté à gauche, à droite pour expliquer qui a fait quoi, pourquoi on fait ci, etc. Moi, de ma vision, moi, personnelle, c'est ma propre vision, ça n'implique que moi. Erlang étant basé sur Prolog, la syntaxe en fait en gros de Prolog, elle est assez particulière, elle permet de résoudre certains types de problématiques. Donc jusque-là, c'est pas difficile, vous me direz, c'est comme tous les langages, ils permettent de résoudre certains types de problématiques. Donc jusque-là, ok, il n'y a pas de problème. Le délire, c'est que la façon dont Erlang règle les choses,
c'est pas du tout adapté à la syntaxe d'Elixir qui, elle, provient d'une syntaxe Ruby qui est plus habituée en fait à un monde objet, voire procédural. Je vais vous donner un exemple. Donc, je crée simplement une fonction en Prolog et vous montrer en fait la suite logique qui va découler pour extraire une donnée d'une exécution en Prolog. Il faut savoir que par exemple, en Erlang, quand on crée une fonction, on a des arguments en entrée et on s'attend à une valeur de sortie. En Prolog, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une variable peut être aussi bien une variable en entrée qu'une variable en sortie. Ce qui fait que l'isolation de l'exécution va se faire au niveau du nombre de variables qu'on va transiter et transmettre à la fonction. Je vais vous donner un exemple. Si j'arrive à me souvenir de la syntaxe Prolog en moins de 5 minutes, parce que je me fais un peu vieux, hein, encore une fois, comme j'ai dit. Pour créer une fonction en Prolog directement comme ça, on utilise, hop, ça va être assert. Donc, on va mettre un petit truc comme ça. Je fais juste un premier petit test pour que je me souvienne un peu de comment ça fonctionne. Hop. Donc, là, j'ai créé une variable tout OK. Ça, c'est bon. Donc, je vais juste vous donner un exemple pour vous montrer en fait le type d'exécution pour récupérer une valeur quand on fait du prolog de A à Z. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler A par exemple, qui va prendre une valeur X et une valeur Y. Et en fait en gros pour pouvoir... Alors normalement on va pas faire ça comme ça, je vais faire d'une autre façon. On va faire input et output. En fait pour avoir la valeur de sortie en prolog, on va devoir passer l'input en variable et on va devoir créer une variable en output pour récupérer. Donc, par exemple, on va faire output is input plus 1. Donc là, je viens de créer ma variable. Donc l'assertion, en fait, c'est pour rajouter dans la knowledge base l'équivalent de la base de connaissances en fait en Prolog. On pourrait dire que c'est ETS. ETS et Mnesia, c'est à peu près l'équivalent, sauf que ça ne fonctionne pas du tout de la même façon en Prolog. C'est-à-dire que Prolog est directement intégré avec la base de connaissances native, avec laquelle on peut jouer avec, rajouter des données, mettre des opérations logiques, rajouter des fonctions, etc. et les appeler au fur et à mesure. Ce qui n'est pas réellement le cas avec Erlang. Avec Erlang, en fait, ETS et Mnesia restent des bases de données, enfin ETS une sorte de cache, clé valeur store, key value store, alors qu'en fait Mnesia c'est plus en fait une base de données relationnelle relativement complexe. Dans le cas en fait de Prolog, c'est comment jouer avec les différents les différentes contraintes et les différents éléments qu'il y a dans une structure de données ou une base de données qui est connue sous nom de base de connaissances. Donc là, je vous donne un exemple. Donc là, si je fais ça, par exemple, je vais avoir, could not correct goal. Donc là, ça, c'est typiquement totalement impossible. Alors, attends. Non, je pense que je me suis trompé au niveau de la définition du terme. Je pense que j'ai oublié un truc. Ah oui. Ok, d'accord. C'est parce que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Hop. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait de prologue. Je suis un peu rusty. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. Donc là, je vous donne un exemple. Si je veux 1 plus 1, ça va forcément retourner 2. Donc là, on a l'input qui va être égal à 1. Le output va être forcément égal à 2. Donc vu que Prolog est un langage logique, si je fais cette fonction-là, ça va me retourner true. Par contre, si je fais ça, ça va me retourner false, parce que 1 plus 1 est forcément différent de 3. Si on avait quelque chose de plus complexe au niveau syntaxique, par exemple, on va mettre ça. En fait, en gros, le 1 qui est ici, alors j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas une variable inconnue, c'est une variable, une boon variable, je crois, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom exact du terme utilisé en fait en gros pour définir une variable qui n'est pas assignée, c'est une variable non assignée. Quand on n'a pas de variable non assignée, en fait il va directement faire le calcul et retourner en fait la valeur dans X. Erlang utilise exactement le même principe de syntaxe, sauf que justement le virgule est devenu un séparateur d'instructions, le point virgule est devenu un séparateur entre les différentes fonctions qui utilisent le pattern matching en appel. Et cette syntaxe-là ne permet pas de piper facilement les opérateurs. On peut le rajouter, mais ce n'est pas le but.
Le but en fait d'un code en fait en Prolog, c'est d'avoir explicitement toutes les variables définies quelque part. Donc là, par exemple, si on a besoin d'une variable temporaire pour définir en fait le calcul, on va créer une variable TMP par exemple, qui va être attribuée à 2 par exemple. Virgule en Prolog, ça veut dire un et logique. Donc en gros, on va faire TMP est égal à 2 et output est égal, et la valeur d'output est donc égale à, par exemple, input plus TMP. Et après, hop, on peut supprimer ça, je sais pas pourquoi j'ai mis un virgule tout à l'heure. Ok. Donc ça, en faisant ça, on vient de modifier la fonction dans la base de connaissances, et donc notre fonction va prendre un tout autre sens, dans le sens où dès qu'on va, on va appeler A avec 1, machin chose, ça va nous retourner 3. Le principe de base d'Erlang est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, Prolog a aussi du pattern matching. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, on va créer un autre truc. On va mettre quand ça va être je sais pas moi, par exemple 2, TMP va plus être égal à 3, on va le mettre égal à ça. Donc là, on a notre système de pattern matching qui va totalement différer encore une fois, et il va potentiellement pouvoir retourner plus ou moins, enfin, différentes valeurs. Et sur des systèmes comme ça, on ne peut pas avoir un système de pipeline facile, parce qu'il faut, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon opinion, mais il faut que ce soit explicite ce qu'on fait. C'est-à-dire que chacune des étapes, on va les stocker dans une variable définie, et on va dérouler logiquement les différentes interprétations de chaque terme. C'est exactement comme Lisp. Lisp, il y a des parenthèses partout. Vous pouvez être un bon développeur Lisp et avoir un maximum 3 ou 4 parenthèses qui vont s'ouvrir et se fermer. Mais si vous êtes entre guillemets, je ne vais pas dire un mauvais développeur parce que j'aime pas trop ces jugements de valeur, mais une personne en fait qui va faire juste un code qui juste marche, il va pouvoir avoir 150 parenthèses ouvertes et fermées, ça devient incompréhensible. Alors que pour moi, Lisp, on fait un Lisp pur et propre, c'est des micro-fonctions qui sont exécutées à gauche, à droite, et qui permet en fait d'être facilement interprété au fur et à mesure et à la demande. Et c'est pour ça qu'en fait, en gros, le pipe opérateur dans Erlang, il y a un énorme problème. Parce qu'en fait, ce pipe opérateur-là va à l'encontre en fait, du modèle qui avait été défini de base déjà par Erlang et Armstrong, entre guillemets, quand il a développé le truc en se disant et Prolog, c'est génial, parce qu'en fait, tout ce qui est écrit dans Prolog, c'est explicite. Quand tu utilises une variable quelque part et si elle n'est pas utilisée, le compilateur va te dire fais attention, tu n'utilises pas cette variable. Si en fait, en gros, cette variable elle est utilisée dans un autre endroit ou au mauvais endroit, tu vas être notifié que fais attention, c'est pas bon, c'est pas la bonne façon de l'utiliser, ça va cracher. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, en gros, ça permet d'avoir tout le principe de base de se dire que et tout en Erlang est explicite. Pour les personnes, enfin les deux personnes qui sont là qui me suivent ou les autres personnes qui me suivent par exemple, qui me suivent sur, sur, sur mes péripéties avec C, le langage C en fait en décembre, en fait en gros en C rien n'est explicite, tout est quasiment implicite. Il y a des choses qui vont s'exécuter, vous ne savez même pas pourquoi c'est exécuté, mais ça va s'exécuter. Et Erlang, il n'est pas là. Erlang, il n'est pas là pour faire des choses implicites. Erlang, c'est un langage qui a été conçu pour montrer les choses explicitement. Et le problème avec un pipe operator, c'est que tu as une partie d'implicite. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, évidemment, quand on est habitué, on sait qu'en gros, l'argument qu'on va piper dans, ça va être mis sur le premier argument de la fonction qui va suivre. Mais pour moi, en fait, c'est une certaine part d'implicite. Et encore une fois, c'est pas négatif, c'est pas méchant dans le sens où où je dis ouais, c'est de la merde. Non, non, non. C'est une façon d'écrire les choses qui, pour moi, me semble élégante dans certains cas et qui, dans certains cas, peut en fait rajouter beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Donc, oui, premièrement, on pourrait créer l'opérateur. D'ailleurs, ça pourrait être un petit projet sympa à créer, en fait, en gros, un petit opérateur comme ça, un pipe opérateur en Erlang. Mais est-ce qu'il y a une plus-value ajoutée pour un langage qui a pour ambition d'être le plus explicite possible et de cacher le moins de choses possible? La meilleure façon en fait d'éviter de cacher les choses, c'est de nommer une variable, de réutiliser la variable dans le reste du code. Encore une fois, je le répète, c'est ma vision des choses. C'est pas une vision qui est forcément partagée par la communauté en majorité, mais à vrai dire, je m'en fous. C'est ma vision et c'est comme ça que je vois les choses. Bref, revenons sur nos générateurs aléatoires, parce qu'à l'origine c'était ça le sujet, c'était un peu l'IRStartic qui était super intéressant et qui va nous permettre d'apprendre plein de choses sur comment ils ont implémenté cette fonction aléatoire. Donc déjà, on voit que le PH2 random,
est intéressant parce qu'en fait, ils arrivent à l'utiliser dans leur implémentation de Rand. Donc, j'aimerais bien voir pourquoi, comment, et ça peut être assez intéressant. Alors, ils disent qu'en gros, Rand est slow. Ok, on va voir comment fonctionne la fonctionnalité, enfin le module Rand, et puis on va essayer de générer des nombres aléatoires. D'ailleurs, Marthe, si tu veux réagir sur la réponse, n'hésite pas à faire un petit commentaire. Je te répondrai avec plaisir si tu as besoin de plus d'explications sur pourquoi le pipe opérateur n'est pas forcément une bonne chose sous Erlang. Bref, on va aller sur le module Rand, on va voir un peu comment ça fonctionne, et on va essayer de s'amuser à générer des nombres aléatoires. Alors, Rand uniforme, on va essayer de se tester ça. Hop, 256, qu'est-ce que ça va donner? On a notre générateur aléatoire, ça nous génère des nombres aléatoires, c'est cool. On peut générer des ranges, on peut générer une seed, et surtout il y a des choses assez intéressantes, c'est qu'il parle de différents protocoles à la base, ou du moins normes ou standards qui permettent de générer des nombres aléatoires. On a le Xoroshiro 928 qui permet d'avoir un nombre aléatoire. Ok, Scrambled Linear Pseudo-Random Number Generator. Alors ça c'est super intéressant. Je vais aller regarder ça. Only about 40% slower than the default X algorithm. Ok. Mais a des meilleures propriétés statistiques. Alors ça c'est intéressant parce que pareil, ça fait partie des choses qu'on pourrait potentiellement étudier dans d'autres vidéos. Parce que encore une fois, comme je vous le répète, la génération de nombres aléatoires, c'est un truc qui me botte bien et c'est cool à faire. Alors d'un point de vue sécurité, c'est pas terrible parce qu'il y a vraiment trop de contraintes. Mais c'est super intéressant de voir comment ils font pour générer des nombres pseudo-aléatoires. Alors, ok. On va aller voir l'implémentation après en Erlang, on va lire un peu le code au niveau de tout ça. Ça peut être assez cool. Donc, en tout cas, on peut générer des nombres aléatoires uniformes. Pareil, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on définisse parce que la dernière fois, je crois que j'en avais parlé lors d'un chat parce que je crois que c'était Marthe qui m'avait parlé en fait en gros l'uniforme, blablabla, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir que je définisse un peu, que je recomprenne un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Constant seed, ok, blablabla. Alors, il y a quoi comme fonctions qui sont exportées? Alors, qu'est-ce que c'est que jump? Return to state after performing jump calculation to state of the process dictionary. Ok. Je suppose que c'est lié à l'implémentation. Pour l'instant, je ne comprends pas trop l'utilisation. MWC59. Donc, ça génère un nouveau générateur d'état. Oula, j'ai explosé mon micro. Je suis désolé. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais j'ai explosé mon micro sans faire exprès. Donc, ça va créer un nouveau générateur. Ok. Après, donc en gros, quand on a le générateur, on peut appeler avec le générateur d'état et ça va nous générer en fait un nombre aléatoire. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est lent et ils donnent un petit lien pour les mesures qui ont été faites. Ok. Oh, par contre, les scores sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, un nombre pseudo-aléatoire peut être généré en 4 nanosecondes. Ok. Donc en gros, cette fonction-là, si je l'exécute, théoriquement, alors je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ok, donc en gros, j'ai un problème avec l'UTC. À chaque fois je configure mes events, en fait, il y a une heure de décalage. Je crois que sur le PC, en fait, ou mon autre PC où je configure les événements, ça configure toujours en UTC. Faut que je règle ce problème-là parce que ça commence à devenir assez compliqué à gérer. Bref, en gros,
Là, je mets en fait n'importe quel type de nombre et en 4 nanosecondes, si je comprends bien, ça me permet d'avoir un nombre en gros aléatoire. L'algorithme par défaut génère un nombre aléatoire en 45 nanosecondes, ce qui est quand même pas mal, faut l'admettre. Et si on veut une bonne qualité en fait d'aléa, a priori, on peut utiliser la fonction round next one qui génère en fait un nombre aléatoire en 16 nanosecondes. Les gars, ils sont au taquet, hein, parce que 16 nanosecondes, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Alors, où elle est cette fonction? Round XSP. Par contre, ça serait vraiment cool qui génère un peu des nouveaux noms. Ça pourrait être sympa. Alors, en fait, en gros, next. XOR shift, ok. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Cette fonction aléatoire est assez intéressante. Et en gros, a priori, d'après ce que je vois, d'un point de vue statistique, la qualité elle est bonne. Donc ça peut être assez intéressant. Ok. Bon, de quoi d'autre il parle? If you cannot store the generator state in a loop variable, there will be more overheads. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, ça me semble logique. En gros, il faut préinitialiser le générateur d'état aléatoire avec certaines valeurs, potentiellement aussi aléatoires, qui vont en fait permettre d'avoir une seed et de générer quasiment à la volée les différentes valeurs en un temps record. Donc ça c'est aussi intéressant. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été à un entretien il y a quelques années pour bosser sur un travail pour faire du Erlang et du OCaml. Je faisais pas beaucoup d'OCaml à l'époque, j'ai fait deux, trois codes pour m'amuser. Et j'ai trouvé assez énorme parce qu'en fait, ils me demandent de faire une implémentation d'un algorithme qui était à moitié foiré, hein. Je vous avouerai que je m'attendais pas en fait à un algorithme. Alors, c'était pas un algorithme complexe, hein, mais je suis resté en mode perfectionniste à me prendre la tête pour des absurdités. Et en fait, en gros, au bout des 2 jours, en gros, j'ai donné un truc qui fonctionnait à 85%, quoi, 80%, 75%. Et il n'était pas fonctionnel parfaitement. Et la réponse en fait des gens qui développaient dans la boîte alors qu'ils utilisaient du Erlang m'a assez interloqué. Dans le sens où en gros quand ils ont exécuté mon code, il y avait toute une note disant que bah, forcément en Erlang, Erlang quand on exécute la machine virtuelle, il est lent au démarrage mais rapide au début, donc il faut précharger le code pour ensuite utiliser Erlang comme un système fonctionnel et en fait jouer avec son API, jouer avec les différentes fonctionnalités pour le contacter et pour utiliser la performance d'Erlang directement. Et en fait, quand j'ai envoyé le code et qu'ils l'ont testé, ils ont fait ouais, c'est super lent, c'est pas pratique, blablabla. Bla bla. Et donc en gros, j'aurais fait bah ouais, mais il fallait me prévenir. S'il avait fallu, je l'aurais fait je sais pas, moi, en Haskell ou en n'importe quel code qui est beaucoup plus rapide. Et je leur explique que globalement, Erlang, il n'est pas prévu pour être rapide en fait. Au démarrage en tout cas, Erlang, il est lent au démarrage. Et en fait, quand on le lance en fait en mémoire et qu'il se charge en mémoire, la majorité des fonctionnalités qui sont exécutées du côté Erlang sont ultra rapides. Parce que justement, en fait, le process, on le store en mémoire, il a déjà tout qui est prêt, on appuie sur un bouton, et comme ils le disent dans cet article-là, en 4 nanosecondes, on génère en fait des nombres aléatoires. C'est assez incroyable, quoi. Et ça, en fait, en gros, ce qui m'a semblé incroyable, c'est que le gars me répond: ouais, mais votre code il s'exécute en, je sais pas moi, c'était quelques millisecondes, mais c'était pas du tout performant, parce que dans n'importe quel langage, par exemple à niveau ou en C ou en Haskell, on peut faire le même code exécuté en, ouais, effectivement, juste en appuyant sur Enter avec le truc, ça s'exécute en quelques secondes. Et en fait, les gars, et c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'en gros, on se retrouve avec des personnes qui potentiellement développent tous les jours en Erlang, mais qui n'ont pas compris, en fait, en gros. euh, alors, c'est un jugement de valeur, je m'en excuse encore une fois, parce que c'est peut-être pas le cas, que les gars ils étaient stressés sous l'eau, hein. C'est pas forcément évident, mais que. Ouais, ouais, mais. Alors, sur les dernières versions d'Erlang, le démarrage à froid est un peu différent. Mais moi, j'ai fait ça, c'était il y a 4 ans, je crois, peut-être 4 5 ans à peu près. Et effectivement, quand on le démarre sur certains systèmes, en particulier, moi je développais sur OpenBSD,
Et en fait, sur OpenBSD, déjà OpenBSD, c'est un système qui est lent, parce qu'il est orienté sécurité, et donc forcément la sécurité implique énormément de contraintes sur beaucoup de choses pour le contrôle, etc. Le démarrage à froid sur certains systèmes avec Erlang est extrêmement lent. Alors les vieux systèmes, moi j'en utilise en prod actuellement en fait, hein. Dans ma boîte actuelle, on a pas mal de systèmes qui tournent sur Erlang. En tout cas, on en a un qui est assez vieux. Et oui, le démarrage est long. Mais en fait, toute cette lenteur de démarrage, on s'en fout, parce qu'en fait, c'est un système qui est prévu pour fonctionner sur le long terme. On n'en a strictement rien à foutre que le démarrage soit long. C'est un système qui est prévu pour fonctionner pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, sans arrêt. Donc en gros, toute la performance, on ne l'a pas au démarrage. On l'a quand il est démarré. Et tout le système est automatisé, c'est-à-dire c'est comme un système d'exploitation. Vous n'allez pas vous amuser à redémarrer votre serveur toutes les 30 secondes juste pour le fun. C'est-à-dire votre serveur est démarré, votre operating system, votre kernel en fait il est initialisé, tous les applicatifs en local comme NTP, tous les trucs que vous ne connaissez pas forcément qui tournent en tâche de fond, vous n'en avez rien à foutre. Ça fonctionne. Votre système est démarré, et ben en gros vous n'avez plus besoin de le redémarrer jusqu'à la prochaine mise à jour de sécurité en gros. Erlang, c'est la même chose. C'est un système qui est basé sur un modèle comment dire, de système d'exploitation. Le principe même du système d'exploitation, c'est vous le démarrez. Et en fait, après, vous n'avez plus à vous occuper de tout ça. Vous faites votre code, vous démarrez votre code, vous faites votre process, vous faites vos trucs, vos abstractions, etc. Et ça fonctionne à une vitesse incroyable parce qu'en fait, tout ça, c'est déjà chargé en mémoire. Et c'est là où en fait Erlang est très fort dans son domaine. C'est qu'en fait, vous démarrez votre système comme un serveur, comme un système d'exploitation classique, et après vous faites vos clients. Votre client, je ne sais pas si ça ne vous convient pas en Erlang, vous le faites en C, vous le faites en Python, vous le faites en Java, vous le faites en Haskell, et en fait vous prenez le client qui vous intéresse le plus pour communiquer avec le backend en Erlang, et basta. Vous avez la performance d'un point de vue backend qui n'est même pas comparable en fait à tous les autres langages. Je vous invite à lancer du code Java avec des microprocess Java et avec la qualité d'isolation et la rapidité qui est Erlang en Java ou en Scala, vous ne le trouverez jamais. Même un système en Java ou en Scala qui est démarré comment dire, from scratch et qui tourne depuis un bout de temps, vous n'aurez jamais la même qualité d'exécution que sur du Erlang. C'est juste impossible. Et même à vrai dire, les systèmes qui sont un peu adaptés, etc., et bas niveau, vous allez vous en approcher, mais vous arriverez probablement jamais à atteindre les performances qui est Erlang avec un système qui est lancé. Et encore une fois, je le dis, quel système lancé permet d'exécuter du code en 4 nanosecondes avec autant d'abstraction qu'il y a dans Erlang? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un truc de fou. Alors quand je dis Erlang, excusez-moi, quand je parle d'Erlang, je parle aussi de l'écosystème. Elixir a exactement le même fonctionnement qu'Erlang. Et quand vous lancez en fait comment ça s'appelle, un service avec Elixir, vous avez exactement la même problématique. Je sais qu'en tout cas, quand je lance un service avec Phoenix ou OpenBSD, Phoenix, Ecto, n'importe quoi, ça prend un temps de malade. Ah, j'ai pas activé les gifs. Je vais le lancer juste pour voir. Ok, je vois le gif qui a été envoyé. Quelle horreur, quelle infamie. Bref. Mais bref, c'est super intéressant parce qu'en fait, en gros, c'est un paradigme qui est totalement différent des modes de programmation qu'on utilise généralement. Et je vais vous donner un exemple. Quand je bossais dans une autre boîte, une grande boîte française que vous devez probablement connaître parce que vous avez hébergé en fait probablement au moins une fois dans votre vie un service, il y a beaucoup en fait du code qui a été fait là-bas qui a été fait en Python. Et moi, il y a un truc qui me fait péter des câbles avec Python. Il y a deux choses. La gestion des exceptions qui est infâme. Infâme. Ça m'a fait tellement mal toute ma vie de développeur. Quand je développe en Python, à chaque fois que j'ai joué une exception, je fais un infarctus. Quoi. Je suis mort subite du nourrisson. En fait, je meurs à chaque fois que j'envoie. C'est horrible à gérer. Et j'ai même pas envie de m'amuser à faire du Python rien que pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la structure du code, qui est infâme. Moi, je suis désolé. Hein. Au début, c'est mon premier langage de programmation Python. Enfin, c'est pas vrai. Mon vrai, c'est PHP, mais là où j'ai commencé à faire des vrais trucs, c'était en Python. Et en fait, la syntaxe, elle est. J'aime pas la syntaxe. Je vais pas vous mentir, je déteste la syntaxe. J'ai fait du Python et du Perl. Et ces deux langages, en fait, m'ont
littéralement détruit d'un point de vue développeur rien que pour ça. Mais il y a un truc qui est énorme qui s'appelle Tespian, je crois que c'est comme ça. Et ce projet-là, il m'a redonné foi en Python quand j'étais là dans la boîte en question. Parce qu'en fait, la contrainte c'était de tout faire en Python. Et j'adore Erlang. À l'époque, j'étais déjà grand fan d'Erlang. Et en fait, Tespian s'est réintégré en fait, en gros, Erlang en Python. Et ça donne une fraîcheur au niveau du code qui est juste incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et si vous faites du Python, je ne sais pas si c'est votre cas, je vous invite à aller regarder Tespian. Et c'est vraiment cool parce que, alors évidemment, c'est du orienté objet, je déteste l'orienté objet aussi. C'est mon opinion encore une fois, moi je trouve aucun intérêt à l'objet, mais ils ont essayé en fait de réintégrer justement le modèle acteur en Python et ça donne des trucs vraiment assez cool. Et si vous avez le temps d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, si vous faites du Python et si vous êtes forcé à faire du Python et que vous voulez faire rajouter un peu de piment dans votre vie pour gérer par exemple un pool d'acteurs en Python, allez regarder du côté de Tespian. Tespian c'est un vrai super outil pour les gens qui développent en Python. Je crois que c'était développé par Big Daddy, je crois. Ils l'ont utilisé pour tout ce qui est en fait au niveau de leur système de gestion de DNS dans mes souvenirs. Donc c'est un truc qui a été testé en prod, hein. C'est un truc qui fonctionne vraiment bien, je pense qu'ils l'utilisent encore. Et, ouais, je sais, Python quoi, je te comprends. Mais en tout cas, si tu veux aller dedans, et si un jour tu es forcé à faire du Python, faut aller regarder ce projet. Oh, je l'ai pas vu, mais il est vieux en fait, il n'a pas été mis à jour depuis un sacré bout de temps. Ah si, ça va, 2020. Et c'est vraiment un bon projet, faudrait que je fasse un petit article là-dessus. Alors je suis très mauvais en Python, mon code en Python va être dégueulasse. Le Python, non, enfin bref, j'arrive pas à faire du code probe avec ce truc. Mais en tout cas, c'est pour les gens qui veulent, qui sont forcés à faire du Python dans un projet, qui viennent du monde Erlang, Elixir, et qui se sentent pas à l'aise avec Python. Moi, ça m'a aidé en fait à structurer mes projets et de mettre de côté tout le principe orienté objet. À voir, c'est un très très bon projet et j'aime vraiment beaucoup en fait la chose, comment ils ont tiré les choses, comment ils ont essayé de tirer au maximum en fait en gros Python vers le haut en leur disant mais regardez c'est comme ça qu'on fait quoi. Et ce même code avec les dernières versions de Python, parce que je sais pas si vous savez mais à partir de la Python 3.10 vous avez le pattern matching en Python. Et le pattern matching en Python c'est juste une tuerie. Alors je sais pas s'il le monte là. Pattern matching. PEP 634. Ça là, ça c'est une tuerie. Ça, c'est se dire que le monde du fonctionnel a gagné sur le monde de l'objet et sur le monde du procédural. En ayant fait ça, en ayant intégré le principe même de pattern matching dans Python depuis la version 3.10, Python s'est ouvert au fonctionnel, mais à un niveau incroyable. Déjà, ça avait commencé avec le typage fort dans Python, et là, en fait, ils ont rajouté le système de pattern matching dedans. Ça veut dire que globalement, les 10 dernières années, 20 dernières années d'influence qu'il y a eu de Erlang, Haskell, OCaml, etc., est enfin arrivé aux oreilles des personnes qui font de l'orienté objet. Et ça, c'est une évolution de malade. Parce que ça change énormément de choses au niveau de la façon dont les projets Python vont être développés dans les prochaines releases. Off, ouais, main, ouais, qui s'en souvient pas, le faux orienté objet avec les public private et tu mets dans underscore, allez hop, des underscore partout, allez-y, underscore manger c'est ma vie. Ah putain, ça me fait mal rien que d'en parler. C'est quand on sait que l'orienté objet ne fonctionne pas et qu'on se dit bon, on va essayer de faire un truc propre en mettant des underscores partout et ça va être des conventions. Les conventions de nommage en Python. Ah, je rigole de mon PC. Ouais, pendant ce temps, ils font de l'objet en PHP, tout à fait. Mais en tout cas, Python est remonté énormément dans mon estime les dernières années. Alors, Guido, bon, bref, hein, le personnage en lui-même, on pense qu'on voudra. Parce que je pense que la bonne façon de le faire aurait été d'utiliser, je
crois que c'est Python, je crois, qui a proposé des choses incroyables, même sur le modèle distribué, le modèle de thread était incroyable. Mais en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait de la merde et qu'ils sont obligés de mettre à jour leur truc et ils vont finir au final comme un Erlang-like parce qu'ils sont en train de rajouter ça. Ma main coupée que d'ici quelques releases, ils vont rajouter aussi le système de message passing. Pour tout ce qui est passage de messages entre les fonctions, ils vont changer leur modèle d'acteur et ils vont arriver au final à ce que d'autres personnes avaient dit il y a 10 ou 15 ans, que le modèle de Python au niveau des threads était mauvais et qu'ils vont devoir refaire tout. Un autre projet que je suis beaucoup aussi, c'est dans le monde enfin dans le monde BSD, c'est Dragonfly BSD, qui pour les curieux, je suis désolé, j'ai l'impression de faire mon gourou là, à vous donner énormément de ressources et énormément de ma pseudo-culture à la con. Mais ce projet-là, pour les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est système clustering, il est incroyable. Il n'y a pas longtemps, en fait, en gros, il n'y a pas longtemps, c'est un peu vieux, hein, 2012, comme quoi c'est pas tout jeune. Il parle en fait des améliorations au niveau du système et des différents. Alors, je sais plus où c'est exactement. Je crois que c'est dans Features où ils expliquent les features. Et en gros, c'est super intéressant parce que quand je fais du Erlang, alors pour information, je suis pas développeur, hein, pour ceux qui savent pas. À l'origine, moi, je viens de l'administration système et réseau. Et je suis devenu développeur parce que j'en avais marre de débugger les merdes des développeurs. Et donc, en gros, je voulais régler les problèmes. Et pour régler en fait les problèmes, je me suis rendu compte que malheureusement, il fallait être développeur et pour aller nettoyer le cul des autres. Mais j'ai toujours été attiré par le développement système, et en particulier par les systèmes BSD. Et Dragonfly BSD, c'est un petit bébé que j'adore, qui est pas du tout stable, je vous avouerai, parce que j'ai essayé d'être là-dessus pendant 3 ans sur un système en machine virtuelle pour faire du code dessus. J'ai eu plein de problèmes, il y a plein de choses qui sont pas à jour. La communauté elle est ultra restreinte, mais ça permet en fait de l'avoir une liberté incroyable. Et Dragonfly BSD, c'est un fork de FreeBSD 4.7, je crois, juste avant la release 5. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait tout le modèle au niveau des process, kernel et des process en userland ont été totalement refaits. Et il se base, je crois, sur le modèle de développement qui avait été utilisé par Amiga à l'époque, parce que je crois que Matthew Dillon était un ancien développeur d'Amiga, je dis peut-être des conneries. Et le modèle qu'ils font est juste incroyable. Là, ils parlent de extreme scaling, mais en fait, en gros, quand ils parlent d'extreme scaling, c'est rien, c'est une tuerie. Ce qu'ils font, c'est un truc de fou. Ils arrivent à lancer plus d'1 million de process en parallèle. Alors, je sais plus où c'est marqué. Je crois que c'est extreme scaling. Voilà, je crois que c'est là où ils en parlent. Ils arrivent à lancer 900 000 processus en parallèle. 900 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de process. Un système classique FreeBSD, OpenBSD, au bout de 10 000 ou 20 000 process, le truc est en train de mourir, quoi. Tu lui files une corde où tu vas mettre ta saucisse, excusez-moi, peut-être pas saucisse, tu vas mettre ta chipolata directement sur le cul du serveur et t'as une chipolata cuite au bout de 3 minutes, quoi. 10 000 process en parallèle, le truc il s'envole. Là, tu as un système qui permet de lancer 900 000 process par user, quoi, par utilisateur. C'est un truc de ouf. Et Dragonfly BSD a été designé pour du clustering à la base. Donc en gros, il est prévu pour gérer un nombre incroyable de process. Et vous ne trouvez pas qu'il y a un parallélisme incroyable avec Erlang? C'est juste un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Dragonfly BSD, il y a un autre système qui fait la même chose, c'est Minix. Donc Minix, en fait, en gros, c'est un vrai process, enfin un vrai kernel, comment ça s'appelle, un vrai micro-kernel qui fait simplement le routage des informations qui viennent du kernel land, donc en gros de tout ce qui est machine, etc., vers l'userland. Et c'est le même principe qu'Erlang. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il protège le monde du userland, excusez-moi, le monde du kernel land, en disant qu'à chaque fois qu'il reçoit quelque chose, en fait, il se dédouane de toute la partie instabilité en le donnant à l'userland. L'userland peut cracher et il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous connaissez Minix, qui a été fait par. Ah putain, merde,
comment il s'appelle, le gars en question, il est juste énorme, quoi. C'est un tueur, il a fait des bouquins sur le système. J'ai tous ces bouquins, il est monstrueux. Le gars, d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a quelques années, je lui avais envoyé un mail en lui disant s'il avait été inspiré par Erlang pour faire ce qu'il a fait. Et, euh, et non. Donc en gros, c'est assez marrant parce qu'en fait, les gars, il y a plein de chercheurs autour du monde qui font la même chose dans un contexte différent, mais utilisant les mêmes principes, quoi. Et, euh, et c'est un truc de malade. Et. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié son. Bref, la semaine prochaine, on en parlera peut-être parce que j'ai même pas fini l'article, j'en suis même pas aux trois quarts. Et j'ai tellement digressé sur toute ma culture à la con que je suis pas arrivé jusqu'au bout. Bref, pour revenir sur le truc, les 900 000 process, ça ressemble énormément à Erlang. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait faire toujours la comparaison entre Erlang et les systèmes d'exploitation. Parce que quand vous regardez Erlang et vous regardez Dragonfly BSD, vous regardez Minix, vous regardez alors j'aime pas Earth, mais GNU Earth, c'est le même principe. Ils font de l'isolation par process, quoi. Et donc en gros, si vous travaillez dans ce domaine-là, vous êtes obligé d'avoir une affinité incroyable pour Erlang. Vous faites de l'administration système, vous allez dans le monde Erlang, c'est le même monde. Vous gérez des process, une isolation forte, et vous gérez en fait des messages entre les process. Enfin bref, c'est assez incroyable, quoi. Donc si vous êtes curieux, on fera peut-être une petite démo, un de ces quatre de Dragonfly BSD, en particulier Damer, qui est un super système de fichiers. Au final, je me rends compte que je parle plus d'autres systèmes qu'Erlang aujourd'hui. Mais bon, c'est intéressant, c'est une autre de mes passions, enfin un autre des systèmes que j'adore. Et Dragonfly BSD, c'est un super système, et si ça peut vous ouvrir un peu l'esprit sur d'autres cultures, d'autres façons de faire les choses, je pense que ça peut être intéressant aussi, quoi. Pareil pour Minix, il faudrait que je vous montre comment ça fonctionne. Et le fait que globalement vous faites cracher un disque dur ou n'importe quoi, le système ne plante pas, parce que tout le système en fait est en mémoire. Et à chaque fois qu'il y a une exception, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe au niveau du process, le kernel, en fait, le kernel ne crache pas. Le crash, en fait, il est forwardé à un process en userland qui va gérer en fait l'exception et qui va lui décider s'il faut cracher ou non, quoi. Enfin, dans les grandes lignes. C'est juste incroyable. Et pour information, Minix a été utilisé d'un point de vue business par Intel dans toute une gamme de ces systèmes pour la virtualisation. Et le pire, c'est que le gars qui a créé en fait Minix n'était même pas au courant que en gros son système a été utilisé sur quasiment toute une gamme professionnelle de systèmes en fait pour faire fonctionner des machines virtuelles, quoi. C'est un truc de malade. Et Minix, c'est un outil de. C'est juste incroyable, Minix. Minix, c'est une œuvre d'art. Et quand on pense que ça a inspiré Linux et quand on voit ce qui est en train de devenir Linux, un énorme blob de 30 millions de lignes de code qui a rien à envier à Windows, c'est assez dingue, quoi. Bref, je vous laisse tout ça de côté, parce qu'on digresse. Je vais parler encore 10-20 minutes et après je vais arrêter. On va continuer un peu sur cet article. Donc en tout cas, il y a des choses qu'on apprend qui sont assez intéressantes. C'est que déjà d'un point de vue performance, ils arrivent à avoir des performances plus intéressantes en fonctionnant directement en tant que process, encore plus en pré-initialisant les états. Donc c'est intéressant. On peut voir aussi que tout ce qui est les fonctions intégrées directement dans la machine virtuelle d'Erlang ne sont pas forcément plus performantes que que les process qui fonctionnent dans une machine Erlang en question. Donc ça c'est aussi super intéressant. Il y a un thread à aller voir. Je pense que je le verrai, j'irai le voir plus tard. Il faudrait que je me fasse une sorte de bookmark à lire pour que tous les vendredis on se fasse des petites lectures comme ça. Donc il faudra voir ça. Donc en gros, il parle de tout ce qui est expérimental BIF. Bon, on peut limite passer un peu tout ça. Il parle de justement sur l'écriture du NIF. Il parle justement du temps, du pourquoi utiliser le system time. Donc là, en plus de ça, ils utilisent ça en système. Alors ça, c'est vraiment crade. Pour générer du nombre aléatoire, utiliser directement le system time avec un truc en microsecondes. Je veux pas être méchant, hein, mais c'est vraiment dégueulasse. Je pense que c'est le pire truc à faire. C'est vraiment le pire truc à faire. Faut pas faire ça. Enfin, si vous faites du nombre aléatoire, etc., d'un point de vue sécurité, etc., vous faites pas ça. Et à vrai dire, si demain vous devez gérer un jeu en ligne avec des aléas, même ça, faut pas le faire en fait. Il faut surtout pas le faire.
Encore une fois, je le dis, vous pouvez revenir dans le passé, temporairement, à certains moments, parce que le NTP va resynchroniser. Et si vous faites ça là, mais en fait, vous n'imaginez même pas potentiellement le biais que vous allez générer quand il y a des utilisateurs, des joueurs et compagnie qui vont vouloir avoir un truc aléatoire. Ou je sais pas moi, je veux dire le NPC qui va demander tel truc à tel machin, et en fait, en gros, parce qu'il y a ça peut générer une merde incroyable. Jamais faire ça. La pire des choses à faire. You might get the same number several times, donc ça c'est vrai aussi. Ah bah exactement ce que je disais. Le système machine, exactement, parce qu'en fait en gros on s'appuie sur les fonctions qui sont directement au niveau du système d'exploitation. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un, c'est un syscall potentiellement qui va demander au kernel ou n'importe quoi ou des librairies à gauche à droite de récupérer en fait une valeur qui est présente soit au niveau du kernel, soit au niveau machine pour récupérer cette valeur là. Et ça, c'est juste, enfin, c'est pas gérable quoi. Quand on voit qu'au-dessus on peut générer des nombres aléatoires en 4 nanosecondes en ayant comment s'appelle, des microprocesseurs en Erlang, mieux vaut en fait qu'Erlang gère sa propre partie en fait, même d'un point de vue temporel, n'importe quoi, pour éviter d'avoir cette problématique là. Dans un système distribué où il y a plusieurs milliers d'acteurs, enfin milliers ou voire millions d'utilisateurs, ça, ce bottleneck là, vous allez le sentir. C'est une certitude. C'est juste ingérable. Alors je suis quand même curieux de voir les mesures en fait. Je sais pas s'ils parlent des overheads et compagnie. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Les chiffres sont assez hardcore, hein. Déjà, le record qu'ils ont, 3,5 nanosecondes, c'est vraiment pas mal, hein. Pour un système dynamique comme Erlang, avoir des données et des valeurs comme ça, c'est vraiment énorme. La valeur. Alors attends, comment ça fonctionne? Comment ils font leur truc? Ok, Newly exported internet function, blablabla. System time is. Ok. Ok. Donc en gros, il y a eu un tour d'échauffement pour certains d'entre eux. Ok. Mais la valeur system time, en fait, déjà par définition, il y a 30 nanosecondes d'exécution. C'est super intéressant en fait. Parce que l'une des pires valeurs, en fait, en gros, c'est vraiment celle-là, quoi, à chaque fois. Un autre truc que j'aime beaucoup avec Erlang, en particulier les articles, ouais, je suis désolé, j'étais en train d'essayer de. Je parlais pas parce que j'étais en train d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient avec leur truc, comment ils ont fait les tests, etc. et comment ça fonctionne. Faudrait qu'on aille voir le code source après, peut-être une prochaine fois. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, ils expliquent bien, enfin, ils expliquent comment ils ont fait leur démarche pour optimiser l'exécution de leur code. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu ça dans beaucoup de langages. Et la façon dont ils le font est super intéressante, c'est vraiment une façon d'ingénieur quoi. Ils commencent, on va tester, ok, ça on a ça comme données, on va bouger à gauche à droite, on va tester tel truc, telle implémentation, on va modifier ça, ça et ça. Et en fait au final on se rend compte qu'on arrive vraiment à un système qui a été testé, il y a des raisons, en fait on répond au pourquoi que Joe Armstrong en fait disait depuis un bout de temps et qui permet en fait en gros de jouer sur les différentes comment dire les différents paramètres de la question qu'on veut se poser quoi. En fait on répond au pourquoi on fait ça, pourquoi, comment on le fait, etc. et tout. C'est super intéressant, franchement c'est super intéressant. Et il est 17h30, je pense que je vais m'arrêter là. On n'a pas fini cet article, mais j'aimerais bien le finir. Mais il y a tellement de choses, j'ai oublié que les articles du côté Erlang étaient aussi hardcore. Je pense qu'on fera deux trois tests, un de ces quatre, pour justement vous parler un peu de tout ce qui est aléatoire. Ça peut être un super sujet. Pareil, je retiens le fait que j'aimerais bien vous montrer comment fonctionnent les autres systèmes comme Dragonfly, BSD et Minix. Ça pourrait être en gros des sujets pour avoir des ouvertures et surtout s'inspirer de ce que font les autres systèmes pour Erlang.
Dans le sens où, par exemple, le principe de nombre aléatoire sur OpenBSD, ils ont travaillé dessus pendant presque 20 ans, voire plus. Je pense qu'on peut croire à ce qu'ils ont fait et avoir un bon retour d'expérience, et ça fait partie des choses qui peuvent être intégrées en fait dans Erlang. Pour information et pour les plus curieux, il faut savoir que les gars de chez Erlang, en tout cas j'en connais quelques-uns, Erlang, les gars de chez OpenBSD, ils utilisent pas mal Erlang et ont tous été bluffés à chaque fois qu'ils ont dû l'utiliser, de voir en fait la qualité de la documentation, la qualité du code produit, la rapidité sur le long terme et la stabilité en fait en général du système. Donc Erlang, entre guillemets, c'est un langage qui est quand même vraiment mis en avant par les gars dans le monde de la sécurité, en particulier les gars d'OpenBSD, quoi. Comme je vous dis, hein, je connais ouais, 3-4 personnes du projet OpenBSD, et en fait la plupart... alors c'est assez marrant parce que Mulander, c'est un gars avec qui j'avais contribué, enfin j'avais aidé un peu à essayer de faire des OpenBSD read, daily OpenBSD. C'était en fait, en gros, on lisait un code source en C et on essayait de l'expliquer au fur et à mesure. Et il y a quoi, il y a 3-4 ans, en fait, je parle avec lui, il me va, tu fais du Erlang toi aussi? Je fais, ah ouais, je fais du Erlang, j'adore ça, ça fait un bout de temps que j'en fais. Enfin ouais, on voit les grands esprits se rencontrent parce qu'en fait, Erlang c'est ultra stable. Là, toute ma boîte, en fait, on va commencer à utiliser du Erlang en interne parce qu'en fait, ça répond à tous nos besoins, quoi. Et ça, c'est ultra intéressant d'avoir ça en retour en fait d'expérience de personnes qui viennent du monde open source et en particulier du monde d'OpenBSD, où c'est un monde qui est extrêmement influencé par la sécurité. Donc moi, ça me confirme qu'Erlang est le bon choix, ou Elixir, ou en tout cas la stack Erlang, Elixir, BIM et tous les langages qui tombent sur la BIM sont adaptés pour des environnements avec des contraintes extrêmement fortes, extrêmement complexes, extrêmement difficiles à gérer. Allez, je vais m'arrêter sur ça, ça va être ma conclusion pour la soirée. Si un de ces quatre voulait venir directement en live, là je suis en train de configurer un peu tout ça du côté restream.io, etc. N'hésitez pas à venir. Les vidéos que je fais là actuellement vont être réuploadées. Normalement, ça va être le samedi que je vais faire mes réuploads. Je vais les faire d'abord que sur YouTube. Je vais réactiver à partir de la semaine qui arrive en fait le delay en fait sur Twitch, ce qui veut dire qu'en gros vous allez pouvoir les voir en fait en décalé sur Twitch. Normalement sur Twitter c'est déjà présent, donc en gros vous pouvez revoir les streams sur Twitter. J'ai testé et a priori ça a l'air de fonctionner, et je suis en train de voir pour en fait diffuser ça un peu à gauche à droite. Et encore une fois, je serais ravi si vous voulez venir un de ces quatre parler avec moi plutôt que de faire mon gourou dégueulasse là qui récite ses leçons de crétin, qui sait tout sur tout. Venez en fait en gros pour qu'on débatte, qu'on fasse des tests, qu'on casse ensemble les trucs. S'il faut, je mettrai un petit Cloud9 IDE, je sais pas quoi, chez Amazon ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse en fait développer à plusieurs et qu'on puisse s'amuser un peu ensemble. Je pense que ça peut être cool. Alors je sais, vous allez me dire le vendredi soir, c'est vachement tôt, 16h. Ouais, c'est tôt, 16h. Mais j'ai d'autres projets à gauche à droite. Et en fait, le vendredi, je passe à peu près 50% de ma journée à écrire mes articles, à faire du revue de code, du SSL, etc. actuellement. Et l'autre partie de mon code à préparer ça normalement. Et potentiellement le soir à faire d'autres trucs parce que j'ai d'autres clients à gérer. Donc c'est pas forcément évident. Et le vendredi, en fait, je me suis dédié vraiment pour Erlang Punch, essayer de faire vraiment le maximum d'Erlang et essayer de passer le maximum de temps avec vous et essayer de parler un peu communauté et comment étendre la communauté. Donc le vendredi, c'est vraiment bonne franquette, je répète. C'est open bar, on parle de tout et rien. Si vous avez des idées, des trucs que vous voulez parler, etc., on en parle. Et encore une fois, je le répète, je connais pas tout sur tout. J'aime bien parler un peu de tout et n'importe quoi, et je suis super curieux sur plein de sujets. Et si ça peut permettre en fait de créer des implémentations, de vous expliquer comment certains trucs fonctionnent en Erlang, en Prolog, en Lisp, en n'importe quoi, ça me fait plaisir. Donc sur ces belles paroles en français, pour rappel, mardi ça va revenir le soir, mais en tout cas ce sera en anglais, donc tout le code sera en anglais. On va essayer de continuer. J'ai vraiment beaucoup de mal, je vous avouerai, à développer en ce moment. Je suis un peu fatigué, etc. On va essayer de recontinuer en fait Gumbo. J'aimerais bien finir une bonne fois pour toutes cet algorithme pour naviguer dans le truc, parce que même si au total j'ai passé que 5 ou 6 heures dessus, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Ça fait plus d'un mois que j'ai travaillé sur ce truc, et je sais rien de fonctionnel. Donc mardi, on va se concentrer là-dessus. Je vais travailler samedi et dimanche un peu dessus pour avancer sur tout ça. Et j'espère que cette semaine, ou la semaine qui arrive, ou la semaine suivante, on aura en fait un système comment dire, pour parser du HTML en Erlang en utilisant du C et du driver. Encore une fois, sur ces belles paroles, un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche.
Bonne année en retard parce que mardi j'ai pas le temps de vous le souhaiter à cause de tous les problèmes que j'ai eu avec Twitch. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye et longue vie à Erlang.